Bonjour les amis. Aujourd'hui, un grand dossier, politique et crime organisé. Alors ça va être assez conséquent, puisqu'il y a beaucoup à dire, comme vous l'imaginez. Donc installez-vous confortablement, prenez un café, un thé. On va passer un bon moment ensemble et ça va être extrêmement intéressant. Alors évidemment, sujet d'actualité, hein. Delta Force, Maduro, crime organisé en Asie du Sud-Est, au Cambodge, expulsion de mafieux. Bref, tout le monde en ce moment est en train d'organiser son précaré, tout le monde est en train de réfléchir à capter le plus de territoire possible, le plus d'argent possible, de ressources, on va dire, naturelles, éléments précieux. Chaque grande nation va constituer des réserves et surtout régler ses problèmes de voisinage. C'est ce qui se passe en Amérique du Sud avec les États-Unis, c'est ce qui se passe en Asie, au Cambodge en particulier, avec la Thaïlande, qui est en train d'amasser des troupes à la frontière, donc c'est pas un bon signe, et d'évacuer du personnel civil, c'est pas non plus très bon. Donc en gros, nous sommes, comme vous le savez, je vous le dis souvent, nous sommes dans le Kali Yuga, l'âge noir, sombre, l'âge du fer. Nous allons traverser des événements sérieux, guerre, un peu partout, rébellion, l'Iran, enfin voilà, ça bouge de partout. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela devrait déboucher pour les prochaines générations, sur un monde meilleur, c'est-à-dire l'âge d'or. Et voilà. Donc on peut espérer que cela va être profitable pour les prochaines générations, même si celles d'aujourd'hui vont souffrir. Alors, ce dossier est intéressant puisqu'il faut toujours parler d'argent pour comprendre un peu les choses. Je vais vous montrer des éléments. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde actuel s'enrichit. Alors, je sais que ça peut paraître étrange, parce que l'argent, c'est un peu fictif. Mais enfin, le PIB mondial, d'accord, estimé, donné de 2025, est estimé à 117 200 000 milliards ou 117 trillions. Donc c'est énorme. Alors, la majeure partie, ce sont les États-Unis d'Amérique, avec 31 000 milliards, presque 32 000 milliards. Bon, vous ne voyez peut-être pas très bien les chiffres, mais je vais vous donner. Et ensuite, en seconde position, c'est la Chine, avec pas loin de 20 000 milliards. D'accord. Ensuite, vous allez avoir... Ensuite, ça va drastiquement chuter. Vous avez l'Allemagne en troisième position, l'Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie. Ça vous donne à peu près le top 5 des pays les plus riches du monde. Dans ce pourcentage-là, il y a évidemment une part de crime. Le crime organisé occupe une énorme place. Je vais vous donner un peu les chiffres, mais voilà, donc ça c'est un petit peu si vous voulez, le préambule, hein. Il y a eu une croissance du PIB d'environ 4% ces dernières années. Et on va après maintenant rentrer dans le marché un peu illicite. Alors le crime organisé, évidemment, ça veut dire tout et rien. Ça peut aller d'une banque centrale qui blanchit de l'argent à une banque, à des mafieux siciliens ou chinois, etc. Donc on va essayer de clarifier un peu tout ça pour que vous ayez une meilleure compréhension à la fin de cette vidéo. Alors, je vais vous montrer maintenant pas mal de graphiques qui vont vous permettre de comprendre tout ça. Mais avant, on va regarder une carte. C'est toujours intéressant de regarder une carte, puisque là, on parle beaucoup de la Groenland. Hein. Trump veut sa Groenland. Alors, avant de rentrer dans les chiffres du crime organisé, on va regarder quelques cartes pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'est une projection dite Mercator, qui est une projection qui est assez juste pour la France, par exemple, hein, mais complètement déliante visuellement pour le Groenland, qui paraît ici totalement démesuré, comme la Russie, l'Amérique du Nord. Donc ne regardez pas ce type de carte. Idéalement, regardez un globe 3D. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une projection un petit peu plus cohérente, c'est celle-ci.
Ça, c'est une projection, on va dire, dite égale, hein, Lambert égale. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant ici, vous voyez le Groenland, et je vous ai fait un cercle qui touche les États-Unis, donc l'Alaska, et vous voyez que c'est un petit peu au-dessus de la Norvège. Donc ça vous donne une idée de distance. Donc là, le Groenland, c'est grand, certes, mais c'est pas gigantesque non plus. Et puis il n'y a pas grand-chose non plus au pôle Nord. Mais bon, vous voyez, le pôle Nord est d'actualité, parce que c'est une route qui est maintenant circulable une grande partie de l'année. Les États-Unis, d'un point de vue géostratégique, ont tout intérêt à coopter d'une manière ou d'une autre, à capturer ou à faire voter les habitants du Groenland pour un rattachement aux États-Unis. Bien évidemment, après, il y a le Canada qui reste. Mais bon, comme ils ont l'Alaska, voilà. Donc cette carte, elle est intéressante parce qu'elle est déjà un peu plus juste, mais vous avez aussi, bien sûr, une carte encore plus intéressante qui est la carte vue du pôle. Et là, on se rend compte vraiment clairement des routes de navigation polaire. Et en fait, il y a des grandes tensions dans toute cette région. Donc en gros, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les grandes puissances vont commencer à lorgner leurs voisins. D'ailleurs, moi, ce que je pense, c'est que la France devrait faire un coup d'État en Algérie. Maintenant que la boîte de Pandore est ouverte, qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut dans ce monde sans foi ni loi, s'il n'y en a jamais eu, la France aurait tout intérêt à faire un coup d'État en Algérie. Virer les Russes, récupérer les ressources premières dont nous avons besoin, mettre un gouvernement à peu près acceptable, virer tous ces vieux généraux corrompus qui ne servent à rien, donner de l'espoir à la population algérienne, et ainsi de suite. Donc voilà, en fait, on est tous là dans nos précarés. États-Unis, c'est toute l'Amérique du Sud. La Russie, c'est l'Ukraine, bien sûr. Pourquoi pas les pays baltes après, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Et nous, la France, c'est l'Afrique du Nord, évidemment, voire l'Afrique subsaharienne également, pour d'autres ressources. Donc en fait, voilà, le plus fort va attaquer le plus faible. C'est ce qui se passe aussi en Asie, avec la Thaïlande et le Cambodge, par exemple. Donc voilà, l'Iran est complètement déstabilisé par Israël et les Américains, évidemment, mais en même temps, la population iranienne en a ras-le-bol. Il y a des mouvements de jeunes un peu partout dans le monde qui en ont eu ras-le-bol. Ça s'est passé il y a quelque temps au Népal, il me semble, etc., etc. Au Cambodge aussi, les gens commencent à en avoir ras-le-bol. En Thaïlande aussi, enfin un peu partout. La jeunesse n'en peut plus, elle veut plus de liberté, plus de démocratie, surtout plus de justice. Parce que bon, la démocratie n'est pas applicable dans tous les pays du monde. Ici au Cambodge, il n'y aura jamais de démocratie, ça ne sert à rien. Mais par contre, plus de justice. Voilà, c'est ce que les gens demandent. Alors maintenant, on va revenir un petit peu à nos chiffres. Alors, je vous rappelle, je vous remets la carte du PIB mondial, donc 117 000 milliards, donc en fait c'est quand même énorme. Et alors, quelle est la partie du crime organisé? Parce que le crime organisé a toujours existé, il y a toujours eu de la collusion, de la corruption dans le monde. Alors, les revenus générés par le crime organisé dans le monde, en milliards de dollars. Alors, attention, en pourcentage, ça changerait beaucoup, mais aux États-Unis, c'est 850 milliards de dollars, ce qui est énorme. Si vous voulez, c'est quand même gigantesque. De seconde position, ce qui est logique, c'est les pays les plus riches, c'est 650 000 milliards. Alors, je rappelle que ça dépasse le PIB de plein de pays. La Russie, 160. Le Brésil, 95. Le Brésil, c'est énorme aussi. Le Mexique, 110. Le Mexique est totalement corrompu. L'Inde, 100. On ne parle pas beaucoup de l'Inde, mais l'Inde, c'est un pays extrêmement criminel. Extrêmement criminel. 100 000 milliards. Royaume-Uni 90, France 65. Donc le Royaume-Uni a dépassé en corruption la France. Et pourtant la France, elle est quand même pas mal. L'Allemagne 60, l'Italie, on aurait pu s'attendre à plus, non 65. Mais alors par contre, elle a une mafia endémique, on va en parler après dans la partie historique. Le Nigeria 45, c'est énorme. Et la Birmanie. Alors la Birmanie, c'est un cas extrêmement intéressant parce qu'elle est complètement corrompue, elle a 45 000 milliards de dollars. C'est énorme, c'est énorme. Le Cambodge, 12, ce qui est énorme aussi par rapport à son PIB. La Thaïlande, 38. Donc la Thaïlande, vous voyez, comme voir, après j'aurai un petit zoom sur l'ASEAN, donc on y reviendra après. Bon, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, 25, Venezuela, dont on parlait, 28, complètement corrompu. Et là, les Émirats Arabie Unis aussi, c'est pareil, très corrompu. Le Laos aussi, tout petit pays. Donc en fait, il y a de la corruption, pour faire simple, partout dans le monde. Alors maintenant, je fais un petit focus sur l'ASEAN. L'ASEAN, c'est les pays d'Asie du Sud-Est, qui comprennent du Vietnam,
Thaïlande, Laos, Cambodge, Birmanie, Indonésie, Malaisie, Brunei. Alors là, vous voyez un petit croquis, parce que pour revenir à ce conflit entre la Thaïlande et le Cambodge, qui est un conflit mafieux avant tout, hein, la Thaïlande a une corruption à hauteur de 38 000 milliards. Alors ça inclut tout, hein, ça inclut la drogue, la prostitution, les scam centers, etc. 38 000 milliards. Et ensuite, elle accuse son voisin, le Cambodge, qui a une corruption à hauteur de 12 000 milliards de dollars, d'être le pays le plus corrompu au monde. Mais enfin, la Thaïlande est largement plus corrompue. Donc c'est l'hôpital qui se fout de la gueule de la charité. Et comme tout le monde est en train de régler ses problèmes, que les États-Unis ont tapé du poing sur la table, la Chine maintenant aussi, on le verra après, contre ces scam centers, etc. Donc tout le monde veut faire son ménage au plus vite en accusant le voisin. Le Vietnam, 16. Les Philippines, 13. Malaisie, 12. Birmanie, 44. La Birmanie, c'est énorme. Énorme. C'est un des pays les plus corrompus au monde. Le Laos, 7. Ce qui est beaucoup pour un petit pays comme le Laos. L'Indonésie, 35 000 milliards de dollars. Donc vous voyez, les taux. Alors, bien sûr, si on met en pourcentage du PIB, la Thaïlande serait moins corrompue que le Cambodge. Effectivement, ça c'est tout à fait exact. Mais enfin voilà les chiffres, ça vous donne quand même une idée, si vous voulez, de l'ampleur. C'est que c'est pas rien. Hein, le marché. Alors, je vais décliner un petit peu. Le marché mondial estimé de la corruption, hein, c'est toujours c'est toujours en tête, c'est toujours la drogue, hein, qui est numéro 1, on estime à 400-800 milliards de dollars annuels. C'est difficile de donner des valeurs chiffres. Hein. C'est cocaïne, opioïdes, synthèse, cannabis, etc. En tout cas, c'est une croissance de 28%. En fait, par exemple, le prix de la cocaïne est en chute libre. Il y a une surproduction de cocaïne. Alors, pour le crime organisé total, drogue plus contrefaçon, plus trafic humain, armes, extorsion, corruption, sans le cybercrime, on estime ça entre 1,6 et 2,2 trillions donc, de millions de dollars, évidemment. C'est à peu près là, on est à 2-3% du PIB mondial. Si on inclut les crimes de cyberfraude qui ont explosé depuis le Covid, et c'est le problème dans la région du Mékong, qui ont explosé depuis le Covid, hein, là on atteint entre 12 et 16 trillions de dollars, d'accord. Alors la drogue reste à peu près à 70%, 60%. La prostitution, on va dire, 30%, enfin un peu moins. Mais la fraude, et aussi les fraudes au pétrole, aux devises. Les devises, c'est très intéressant. Mais voilà, donc en fait, le cybercrime est en évolution, en explosion totale. D'accord, donc en fait, en gros, on est quand même pas loin, quasiment à 10, entre 10 et 15% du PIB mondial que vous voyez derrière moi. Enfin, je vais vous le remettre, pardon, plutôt. On est à peu près entre 10, allez, on va dire 15%, hein, pour faire simple. 15% de ce PIB mondial honnête, 15% est malhonnête. Donc en fait, c'est énorme, c'est des chiffres et c'est surtout de la liquidité. D'accord, ça. Donc ça intéresse beaucoup les banques centrales, par exemple. Hein. Donc tout ça est énorme. Ce chiffre d'affaires est énorme. Et oui, ce que je disais, c'est qu'en fait, ce qui est surtout très intéressant, c'est que c'est du liquide, c'est du cash ou du bitcoin. Voilà, enfin, c'est de l'argent qui n'est pas officiel. Et donc ça intéresse beaucoup d'organismes comme des banques centrales. Hein. Les banques centrales sont des machines à blanchir l'argent, il faut bien le comprendre. Hein. D'accord, on en parlera un peu plus tard, mais enfin, pendant la crise de 2008, la crise financière de 2008, où les banques étaient en quasi-faillite au niveau mondial, l'argent mafieux, l'argent du crime organisé a été réinjecté dans les banques centrales. Personne ne vous le dira, d'accord, mais c'est des liquidités énormes. Donc en fait, ça a sauvé. C'est l'argent du crime organisé qui a sauvé le système bancaire mondial. Hein. HSBC est impliqué dans du blanchiment d'argent, mais d'autres, HSBC, c'est la Hong Kong Bank, hein, avec les triades. Donc, mais la plupart des grandes banques sont plus ou moins impliquées. D'accord. Et de temps en temps, un ménage est fait, comme aujourd'hui, hein, le département de la justice, la fédérale, etc., la Banque fédérale américaine tape du poing sur la table, etc. Bon, bref. Et donc, on fait du nettoyage. Bon, voilà un petit peu pour cette introduction, pour que vous ayez quelques chiffres en tête. Hein, c'est quand même intéressant d'avoir ces chiffres. Alors maintenant, je rentre dans la partie historique.
Alors, ce qu'on va comprendre dans cette partie, c'est que tout est lié. Tout est lié. Alors, le crime organisé, on dirait comme dirait l'autre, hein, c'est un des plus vieux métiers du monde. La violence a toujours existé. Allez lire mon livre Espace CP, je traite le sujet de la violence. Ça a toujours existé, c'est humain. Des gens sont surpris aujourd'hui de voir tant de violence à travers le monde. Non, c'est tout simplement un trait humain. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais pas remonter trop en amont. Je vais commencer à la piraterie, parce que la piraterie est intéressante. La piraterie dite des Caraïbes, hein, elle est intéressante parce qu'elle est liée à l'ordre du Temple. L'ordre du Temple qui était devenu un État dans l'État. Philippe le Bel n'a pas eu d'autre choix en réalité parce que ça devenait une collusion, ça devenait mafieux. À partir du moment où vous avez trop de pouvoir, vous devenez mafieux. C'est un trait à peu près systématique, engendré par la montée en puissance et le fait d'avoir trop de pouvoir sans contre-pouvoir. Et les Templiers, ça a été le cas. Hein. Ils étaient protégés par le pape, ils ne payaient pas de taxes, ils ne payaient rien du tout, ils accumulaient une fortune énorme. Donc à un moment donné, Philippe le Bel en a marre, il vire les Juifs, les Templiers et les Lombards, qui étaient des banquiers. Bon, pour récupérer l'argent, évidemment. Et donc, la flotte templière, qui était énorme, s'est retirée quelques jours avant l'arrestation. Hein, ils avaient eu des informations de La Rochelle, si je ne dis pas de bêtises, et elle est partie, une partie en Portugal, où les Templiers ont toujours survécu, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et en Écosse. Et de l'Écosse, suite aux routes des Vikings, hein, qui avaient la carte de Zéno, etc., par ces pilotes de Venise, phéniciens, connaissait les routes jusqu'en Amérique, puisque l'Amérique a été colonisée par les Normands, les Norsemen, depuis toujours. Donc en fait, une partie de la flotte serait partie par là-bas, etc., avec de l'argent, le trésor, et ainsi de suite, bon, et aurait commencé à faire des actes de piraterie. Hein. Ça, c'est tout à fait historique. Et les pirates, c'était intéressant, c'était une société dans la société. Hein. Il y avait des systèmes de retraite, de caisses, de compensation, d'aide sociale, etc. Et ça, c'est ce qui faisait trembler l'Angleterre, notamment. C'était un mouvement social avant l'heure. Alors ça, c'était premier. Alors les pirates sont des bandits, hein, il faut clairement dire les choses, mais enfin avec un certain sens politique. Hein, on notera qu'il y a quand même parfois des sens politiques. Alors ensuite, le modèle impérial anglais, pour parler que de lui, l'Angleterre a quand même financé son empire en vendant de l'opium à la Chine, pardon. Donc en fait, et son petit frère, les États-Unis, et la CIA plus tard, a reproduit ce schéma en Amérique latine. Tout ce qui se passe en Amérique latine aujourd'hui, avec les Contras, etc., et même au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, avec Air America, et d'ailleurs les Français l'avaient fait avant, hein, en fait, il y a une proximité entre grand banditisme et service secret, on va dire, hein. Par exemple, en France, il y a le fameux casse de Neuvic en 1944. La résistance fait un casse énorme, énorme. Et cet argent qui aujourd'hui converti c'est des centaines de millions d'euros, a servi à alimenter le SDEC. Hein, les services secrets français, plus tard même le SAC avec le gaullisme et Pasqua, etc. Donc il y a toujours eu des liens entre services et corruption, parce que c'est de l'argent non officiel et les services en ont besoin. Alors, on va parler un petit peu des différents crimes organisés qui existent. Alors bien sûr, entre guillemets, le plus puissant, c'est difficile à dire, hein, d'accord, bon, on suppose avec les chiffres que j'ai pu récolter à droite à gauche, hein, c'est la Gangreta. Donc la Gangreta, c'est en Italie du Sud. C'est une mafia qui est assez discrète, on va dire. 40, 60 milliards de dollars. Elle date du 19e siècle, comme la plupart des mafias italiennes. Post-45, c'est un peu l'infiltration. Elle infiltre les loges maçonniques, la politique. Elle gère la cocaïne. Hein. 80% de la cocaïne en Europe, c'est elle. Ensuite, on a bien évidemment au Mexique les cartels de Sinaloa. C'est les cartels mexicains surpuissants, 40 milliards, les origines 80, les années 80, activité, le fentanyl, le fameux fentanyl, la meth, la cocaïne, etc. Donc, par exemple, ces cartels, ils ont des contacts avec les Chinois, parce qu'en fait, les services chinois alimentent en fentanyl le Mexique, qui lui va le transformer, hein, pour faire la drogue vendue aux États-Unis. Au Brésil, on n'en parle pas beaucoup, c'est pas très connu, mais vous avez le PCC, en fait, ils contrôlent toutes les prisons, les favelas, c'est 6 milliards, 10 milliards de dollars, c'est très actif, cocaïne et ainsi de suite.
D'ailleurs, il travaille avec les Italiens, avec la Gangreta. Donc en fait, il y a des connexions, hein, évidemment. Bon, les Yakuza au Japon, qui sont assez connus, hein, 5-6 milliards. Mais enfin, ils sont en chute libre parce qu'en fait, il y a une nouvelle génération mafieuse qui arrive, qui sont des gosses, quoi, hein, qui flinguent tout le monde, extrêmement violents, même en Italie. Hein. En Russie, on a la dite mafia russe qui est la Bratva. Pareil, c'est 10 milliards hein, à peu près. Et vous avez les triades chinoises dont on va parler un peu plus en détail derrière moi. Là, vous voyez, lui, il vient d'être expulsé du Cambodge. Hein, c'était un des chefs mafieux ou hommes de paille, hein, on va dire, des triades et notamment de la 14K. La 14K, c'est intéressante parce que l'histoire de la 14K, c'est extrêmement intéressante. Elle a été créée par le Kuomintang, c'est-à-dire les nationalistes chinois. Elle est assez conséquente, elle a beaucoup de drogue, bien évidemment, trafic d'humains, scam center, hein, récemment, depuis le Covid. Et vous avez quand même toujours la mafia albanaise et serbe, hein, je les mets ensemble. Alors, soyez pas, si vous êtes serbe, n'en voulez pas, hein, mais bon, voilà, qui contrôle aussi pas mal de choses, notamment dans les pays du sud-est européen, hein, donc dans les Balkans. Alors, maintenant, je vais faire une sous-section, parce que des groupes hybrides. Terrorisme et mafia. Parce que c'est extrêmement lié, hein, service secret, terrorisme, mafia. Alors, moi, je vais vous parler là le cas de l'IRA, que je connais, c'est intéressant. Alors, l'IRA, à la base, c'est un mouvement créé en 1919 par le Sinn Féin, post-Pâques 1916, les massacres, etc. Et l'IRA, pendant très longtemps, sera un mouvement, on va dire, de libération de l'Irlande, mais elle devient assez rapidement mafieuse, notamment dans les années 80. Et elle fait du racket, elle raquette, l'extorsion, les pubs, du braquage pour alimenter. Ça, c'est aussi comme les Basques. Hein. Enfin bon, bref. Ensuite, elle se vend comme terroriste, entre guillemets, à travers le monde. Bon, alors, bien sûr, elle a été infiltrée par les services secrets, les services secrets anglais, le MI5, etc. Il y a toujours des liens, c'est jamais très clair, hein, tout ça. Dans le même style, vous avez le Hamas, hein, Palestine-Gaza. Gaza qui a été complètement massacré, bombardé. Alors on a toujours, c'est toujours pareil, c'est pour combattre le terrorisme, en fait, on peut pas le stopper comme ça, le terrorisme, parce qu'en fait il naît de ses cendres à chaque fois. Donc en fait, vous avez besoin d'être extrêmement violent pour combattre le terrorisme, hein. Ça c'est clair. Alors le Hamas, c'est aussi des milliards de dollars, c'est les taxes de contrebande, les taxes des tunnels. Il taxe un peu tout le monde, c'est le contrôle de Gaza évidemment, la vente de hashish et de Captagon. Captagon, c'est la Syrie, hein, c'était la drogue des militaires, le Captagon, les amphétamines. Hein. Donc en fait, infiltration politique évidemment, elle reçoit de l'argent du Qatar, enfin voilà, donc tout ça c'est très, très opaque. Et vous avez un autre type de criminalité qui est aussi peut-être moins connu, ce sont les gangs de motards, hein, et notamment les fameux Hells Angels. Alors les Hells Angels, chiffre d'affaires, 1-2 milliards de dollars, c'est difficile toujours de savoir. Mais eux, c'est intéressant parce que c'est des anciens militaires, c'est des anciens vétérans de 48, hein, des forteresses volantes et ainsi de suite, qui se sont après la guerre, ils étaient devenus asociaux, hein. Faire la guerre trop longtemps, ça vous rend asocial. Et ils ont créé des bandes de motards, et puis petit à petit, c'est parti dans la vente de drogue, dans les années 70. La sécurité aussi, hein. Les gangs de motards font beaucoup de sécurité, les festivals de musique, et ainsi de suite. Et ensuite, il y a on parle en 2025 peut-être 6 000 membres dans plus de 50 pays, dans beaucoup de pays. Il y a eu une guerre très dure au Canada pendant des années, au Danemark aussi, ils y allaient quand même au lance-roquettes les mecs. Ensuite vous avez les Bandidos qui sont un peu les concurrents des Hells Angels. Alors les Hells Angels sont un peu, comment dire, il n'y a que des blancs, voilà, hein, c'est un peu racialiste on va dire. Bon, les Bandidos c'est à peu près le contraire, il y a tout le monde. C'est origine du Texas, 66, on va dire. Pareil, mais c'est les mêmes types de trafic, hein, cocaïne. En fait, les motards, c'est un peu les transporteurs des gros systèmes mafieux, comme la Casa Nostra ou la Gangreta, etc. Donc en fait, en Australie, il y a les rebelles qui s'étaient un peu implantés, je crois, aussi en Asie, notamment au Cambodge, mais ils sont partis. Et vous avez aussi les Gremium en Europe, qui s'est développé dans les années 70, etc. Mais eux sont plus affiliés aux banditos et ils font moins de trafic de drogue, je pense, puisque c'est plus là, ils font des concerts, des sécurités, ils gèrent des boîtes de nuit, des bars, et ainsi de suite. Il y a toujours un aspect légal, mais les Hells Angels, ils ont quand même une réputation extrêmement criminelle.
Alors maintenant, qu'il faut comprendre, c'est les services secrets et le crime organisé, le lien entre services secrets, crime organisé, etc. Alors, vous voyez, derrière moi, vous avez le 14K. Alors, 14K, je vais quand même... je ne vais pas faire un historique complet, mais bon, c'est intéressant de savoir ce que c'est que le 14K. Alors, donc la 14K, c'est une triade chinoise. Alors, ce qu'il faut comprendre, que les triades chinoises sont nées durant l'occupation mongole de la Chine. C'était des mouvements de secrets, de résistance contre l'occupant mongol. Alors, les triades chinoises, hormis le Lotus Blanc, c'est une société secrète. Il ne faut pas confondre société secrète et triade. Alors, des fois, elles sont liées, mais bon, voilà. Ça a évolué vers le crime organisé au XIXe siècle avec la fin de l'Empire Qing. Donc c'était des mouvements de résistance face à l'envahisseur, à l'Empire Qing. Et ensuite, quand cet empire s'écroule et que la guerre civile éclate, hein, c'est le dernier empereur, hein, c'est les Mandchous, hein, si vous voulez, hein, c'est les Mongols, hein, Mandchous, c'est pas des Han, voilà. Et donc en fait, ça s'écroule, et là il y a la guerre civile entre communistes et nationalistes. Bon, d'abord, ils sont unis contre les Japonais, puis après ils se mettent dessus très rapidement. Et là, les nationalistes, Chiang Kai-shek, etc., un de ces généraux crée le 14K, qui est un mouvement de résistance en cas contre les communistes, évidemment, mais aussi c'est une société un peu secrète en cas de victoire du régime communiste. Elle doit continuer la lutte, hein. C'est un peu comme ce qu'a fait les services secrets américains en Europe avec le réseau Gladio. C'était des réseaux de résistance anticommunistes. Alors, ça a été... Alors, pourquoi K? Parce que sans doute c'est le Kuomintang avec un K. Hein. C'est le parti nationaliste de Sun Yat-sen et Chiang Kai-shek, hein, les deux leaders. Ça s'est très rapidement transformé en système hybride mafieux quand les nationalistes sont partis. Ces gangs, enfin cette triade, ces mouvements de résistance se sont fortement implantés à Hong Kong, qui était encore sous occupation anglaise, et à Macao, sous occupation portugaise. Parce que les communistes, c'était leurs ennemis, hein, donc ils ont un peu zigoué, comme vous pouvez le comprendre. Alors, ce système mafieux chinois est extrêmement puissant. Alors, la 14K, c'est pas le plus puissant. Il y en a d'autres. Hein, mais moi, je vais me focaliser sur le 14K parce que c'est celui qui sévit un petit peu en Asie du Sud-Est. En tout cas, moi, le plus. Et celui que je connais le mieux. Alors, vous voyez des personnages comme ce monsieur, ici, derrière moi, qui est... dit d'Encassé, qui lui s'était fait arrêter au Portugal par les policiers portugais que vous voyez derrière moi, et il a fait un film à sa gloire, hein, et la petite anecdote, c'est que quand il a regardé son film à sa gloire, donc parce qu'il contrôlait les casinos à Macao, c'était le chef mafieux de la 14K de Macao, les policiers portugais l'ont arrêté. Hein, vous voyez, il a fait 14 ans de prison, et quand ce monsieur est sorti de prison, il est venu en Asie du Sud-Est, et notamment au Cambodge, pour s'implanter. Alors, il y a toujours eu des casinos au Cambodge, Laos. En fait, la Thaïlande est entourée de casinos, parce que c'est interdit en Thaïlande. Et elle trafiquait avec tous les pays, que ce soit la Birmanie, le Triangle d'Or, le Laos ou le Cambodge. Il y avait des grandes familles qui faisaient de la collusion. Hein. Ils récupéraient une part des bénéfices des casinos dans lesquels ils avaient des intérêts, tous les généraux, hommes politiques thaïlandais. Et puis ces casinos, au Covid, ont fait faillite, bien sûr, plus de touristes, et ainsi de suite. Donc, et les mafieux se sont infiltrés. Bon, ils étaient déjà, mais eux se sont infiltrés avec une nouvelle idée. C'était le online, hein, tout le crime organisé cyber. Et là, du coup, ça a été du casino en ligne et jusqu'aux centres de scam qui ont explosé dans la région. On estime le chiffre d'affaires à 40 milliards, mais ça, c'est la mafia chinoise. Vous allez au Laos ou au Cambodge, même au gouvernement, enfin, personne ne sait ce que c'est qu'un crime cyber. Ils ne connaissent pas. Et eux, ils sont restés à l'époque du bon vieux banditisme avec des casinos et de la prostitution physique. Vous leur parlez de trucs dématérialisés, ils ne comprennent rien. C'est pour ça que ça a été très facile pour s'implanter. De la Birmanie au Laos et au Cambodge. Et en plus, ce n'est pas la population locale qui fait les arnaques. Si vous arnaquez le marché chinois, c'est des Chinois. Hein. Vous faites venir des petits jeunes Chinois qui savent utiliser un ordinateur un peu geek, vous leur promettez un salaire de 1000 à 2000 $ qu'ils ne toucheront jamais. Ils sont installés dans des zones économiques spéciales, un petit peu.
Et voilà. Donc en fait, ça a été mis en place par les triades chinoises, dont la 14K, jusqu'à ce que les États-Unis et la Chine disent trop, c'est trop, et maintenant c'est terminé. Et là, du coup, la Thaïlande, qui a voulu être le plus clean du plus clean, monsieur propre, a commencé à attaquer le Cambodge en prétextant une guerre sainte contre la mafia et en bombardant les casinos au passage des maisons civiles, et ainsi de suite. Donc c'est très, très drôle. La Thaïlande, c'est le pays le plus corrompu, entre guillemets, du coin, avec 38 milliards de dollars de corruption, de dollars annuels, et elle va attaquer les petits à côté en disant « Ah, c'est eux », etc. Bon, bref. Donc, toujours est-il que ça, c'est en train de totalement diminué parce qu'il y a un revers, un 360 degrés, et tous ceux qui étaient impliqués disent « Ah ben non, c'est pas moi, moi j'ai jamais été impliqué », et donc du coup, le gouvernement cambodgien vient, par exemple, d'expulser un des chefs mafieux extradé à la Chine. Donc vous avez derrière moi la photo d'un principaux, un des chefs mafieux qui était bien installé au Cambodge depuis des années et qui distribuait de l'argent à tout le monde, à l'université, aux œuvres caricatives, etc. Et c'était compliqué pour le gouvernement cambodgien de faire la différence entre ce monsieur qui faisait du scam online et par exemple ma société qui fait de la cartographie mais aussi dématérialisée. Donc en fait, voilà, c'est quand même assez complexe, il faut bien le reconnaître. C'est pas du banditisme traditionnel avec un salon et 20 putes à l'intérieur et du cash liquide, ça c'est, on comprend, on rentre dedans, on arrête. Donc là, il rentre chez lui, il y a des ordinateurs, ils ne savent pas ce qu'ils foutent. Voilà, donc pour une petite défense du gouvernement cambodgien, mais qui a réagi. Donc maintenant, ce monsieur est expulsé. En Chine, les Chinois ont mis la main dessus très rapidement. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a une collusion évidente entre les services secrets, que ce soit chinois, américains, et les syndicats du crime. Par exemple, la 14K, sous Deng Xiaoping, dans les années 80-90, la Chine s'ouvre au monde et elle a besoin de sa diaspora à l'étranger, et notamment des mieux organisés, donc les triades chinoises, qui sont hyper organisées. Elles sont restées sur le système militaire de Chiang Kai-shek, avec un système hiérarchique, ordonné, c'est carré. C'est pas les mafias aujourd'hui marseillaises, ou même italiennes, où des gosses de 14 ans tirent à la Kalachnikov, ou à Stockholm, en Suède. Les triades chinoises sont toujours très organisées. Et donc, les services secrets chinois, comme le MSS, et ainsi de suite, ont fait appel aux triades pour les routes de la soie, dans un élan patriotique, en disant « vous êtes chinois, nous sommes chinois », c'est le pacte patriotique de Deng Xiaoping. Et Xi Jinping l'a repris aussi. D'accord ? Donc, en fait, ces gens-là servent au service jusqu'à ce qu'il y ait une trop grande pression. Et là, à ce moment-là, il faut comprendre que n'importe quel mafieux vit par l'épée, périra par l'épée. C'est une évidence. Donc ce monsieur est parti en Chine. Alors je ne sais pas s'il va être arrangé ou pas, ou si ça sera la peine de mort. Ça, j'en ai aucune idée. Mais le fait est que c'est ce qu'il attend. Là, vous voyez, quand les Américains tapent du poing sur la table, ça fait réagir tout le monde. Tout le monde est aux ordres. Donc là, c'est un représentant des États-Unis qui fait la tournée un peu des popotes. Il a été en Thaïlande puis au Cambodge. Et là, lui, il vient avec une petite mallette remplie d'argent. Et je crois qu'il a donné 35 millions de dollars à la Thaïlande pour lutter contre le cybercrime. Et au Cambodge, ça doit être 15 ou 20 millions de dollars, etc. Bon, ça n'empêchera pas aussi de vendre des armes au passage aux Thaïlandais. Mais bon, voilà. Donc vous comprenez que quand les Américains ont dit « c'est fini, c'est stop, fin de l'histoire », les Chinois ont dit la même chose très rapidement. Et tous les centres de scam au Cambodge, là où je vis, moi je pense que la Birmanie c'est à peu près pareil, le Laos aussi, sont fermés. Et là, c'est évacuation totale. Il y a des milliers, des dizaines de centaines, on va rester raisonnable, de personnel chinois, thaïlandais, même pakistanais, vietnamiens, qui sont évacués, qui sont en train de partir avec leurs petites valises. Ils se tapent dessus pour pouvoir prendre des taxis, évacuer, ils ont peur d'être arrêtés. C'est des travailleurs bien évidemment illégaux, et ainsi de suite, parce que les Américains ont mis la pression. Ouais, c'est là où on reconnaît la puissance encore des États-Unis, qui reste le numéro 1 mondial en termes de PIB, de puissance militaire, et ainsi de suite. Donc voilà, quand les Américains disent c'est fini, eh bien, croyez-moi, c'est fini. Mais nous avons aussi d'autres exemples. Je vais quand même parler un peu de la France, parce que nous sommes une chaîne francophone et française. La France, comme je vous avais dit, avait fait le casse, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire, en fait, ce casse de Novik qui a fait par la résistance, mais en Indochine, qu'est-ce qu'elle va faire, la France ? Avec l'opération X, elle va aussi commencer à faire du trafic de drogue, parce qu'on a toujours besoin d'argent.
D'accord. Alors, autre cas, exemple, c'est les narco-États d'Amérique du Sud, hein. Les Américains envoient la Delta Force, dont on va parler après, pour arrêter Maduro. C'est pas par hasard, si vous voulez. Maduro, c'est un monsieur qui est impliqué dans le trafic de drogue. Alors, aussi, évidemment, c'est la CIA qui a implanté le trafic de drogue initialement en Amérique du Sud pour lutter contre le communiste, donc pour alimenter, comme les Français l'ont fait en Indochine. Donc, c'est des revers de médailles, des retours de boomerang, ce que vous voulez, mais enfin, voilà, c'est comme ça. Donc la mafia, si vous voulez, en Asie du Sud-Est, par exemple, donc son historique, il y a les Vietnamiens, les Thaïlandais, les Birmans, le Triangle d'Or, et ainsi de suite. Mais c'est quand même les Français qui, durant la guerre d'Indochine, en 40-50, les services secrets français, hein, c'est l'opération dite X, ne pas confondre avec Elon Musk, c'est le financement anticommuniste via le monopole de l'opium, trafic de l'opium, avec les minorités Hong, du Vietnam, etc. Et ensuite, les Américains ont pris la relève, avec les bérets verts ont pris la relève des Français, avec les Hong, et ont continué le trafic de drogue. Ça ne s'est pas arrêté. D'accord. Et ça a commencé à former des groupes mafieux vietnamiens qui sont assez importants. Hein, corruption d'État, etc., etc. Et la Thaïlande, c'est dans cette même époque que la mafia a décollé, qui est contrôlée par la police et les militaires. Hein. Le crime organisé, compris le contrôle de les trafics de drogue dans le triangle d'or, jusqu'à, par exemple, aujourd'hui, des collusions politiques avec un monsieur Moerberger, alias Ben Smith, par exemple, qui a corrompu un peu tout le monde. C'était un peu l'homme de main, l'homme de clé, jusqu'au ministre, et aussi au Cambodge, hein, par ailleurs, hein, d'accord. Donc voilà, c'est des réseaux qui étaient liés au scam, au casino, etc., etc. Et en Birmanie, c'est naturellement aussi les militaires qui sont en train de perdre du pouvoir en ce moment, d'ailleurs. Les Karen ont repris des positions, il me semble, mais voilà, c'est des dizaines de millions de dollars. Et après le Covid, c'est l'explosion des scam centers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais vous avez aussi, par exemple, l'Afghanistan, hein, où la CIA a aussi réimplanté le trafic de l'opium, il n'y a pas encore très longtemps. Donc vous voyez, il y a toujours une collusion entre services secrets, mouvements terroristes et mafieux. Depuis toujours, ça a toujours existé, parce que c'est de l'argent non officiel, et on a besoin d'argent non officiel jusqu'aux crises financières, où, je le redis, les caisses centrales américaines ont réinjecté de l'argent mafieux, parce qu'il n'y avait plus de liquidité. Les seuls à avoir de la liquidité qui voulaient blanchir, alors que tous les autres gardaient leur argent, en cas de crise, vous gardez votre argent, vous avez peur. Les seuls qui veulent blanchir et qui sont prêts à faire circuler de l'argent, c'est les mafieux. Évidemment. Donc voilà un petit peu pour la partie un petit peu historique. Donc je rentre dans la partie philosophique. Alors, dans la partie philosophique, on va parler un petit peu de l'aspect humain, cet aspect humain qui nous pousse vers le crime. Pourquoi ? Évidemment, parce que l'homme est faible, je le répète suffisamment. Moi, le premier, je suis certainement corruptible. On a tous un niveau de corruption, un point d'inflexion, on va dire. Donc le crime organisé transcende le profit. Hein. Et en plus de ça, toutes les sociétés, si vous voulez, secrètes, sociétés comme la Casa Nostra ou la Camorra ou la Gangreta en Italie, mais aussi les triades en Chine, où la plupart des sociétés dites mafieuses, entre guillemets, ont des rites d'initiation, des rites chevaleresques, c'est la parole donnée, etc. Alors, effectivement, ça tend à changer aujourd'hui, parce qu'il y a une nouvelle génération qui a pris le contrôle des mafias, même en Italie, où c'est des gosses de 13-14 ans qui tuent d'autres gosses de 13-14 ans. Donc ça, c'est le syndrome Peter Pan, hein, si vous voulez. Il y a un enfant de 12-13 ans, c'est un tueur né, si vous le formez, les Pol Pot, enfin voilà, l'Afrique. Bon, donc ça, c'est autre chose. Mais par défaut, il y avait des rites initiatiques et organisations militaires dans toutes les mafias, dans tous les syndicats du crime. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est une structure pyramidale, clanique, Cosa Nostra, il y a les Capos, la Brava, les Vori, des rites d'initiation, piqûre du doigt, rites inspirés de la franc-maçonnerie d'ailleurs. Chez les Yakuza, c'est pareil. Chez les Chinois, c'est pire. Celle-là, c'est très hiérarchisé. Et c'est le mythe un peu de l'ordre chevaleresque, de la parole donnée. Et historiquement, les mafias italiennes ont une légende. Et cette légende serait que ça serait une organisation espagnole de chevaliers hors la loi, un petit peu, qui serait venue en Italie
etc. Alors, influence de la franc-maçonnerie, oui, c'est le serment, la hiérarchie. Par exemple, la Grande Greta a infiltré des loges, la P2 Italie, hein, les loges P2 à Rome, etc. Des liens mafieux avec l'IRA, le Hamas et d'autres. Et ensuite, les banques. Il faut quand même parler des banques, parce que si vous voulez, dans ce système un peu de philosophie de collusion généralisée, où une entente est faite parce que l'homme veut accumuler de la richesse parce qu'il est faible, il a cette angoisse existentielle qui est en nous. C'est dur d'être un saint, c'est dur de pouvoir se détacher de ce besoin matériel qui comble un vide, certes, mais qui est présent presque dans chaque individu. Hein, si demain vous trouvez un billet de 500 € par terre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le ramener à la banque centrale, hein, vous allez le rendre à la banque la plus proche. Non, vous allez sans doute le garder, sauf si vous avez vu la personne qui l'a perdu. Là, éventuellement, vous lui rendrez, et encore, peut-être pas toutes les personnes. Ça va dépendre de comment votre maman vous a élevé. Alors maintenant, banque et complotisme mondial. Oui, certes, les banques blanchissent de l'argent. Je vous ai parlé de la Banque fédérale, le Vatican, HSBC par exemple, qui a eu des scandales au Mexique. Alors là, ça engendre des théories du complot. Hein, la CIA, Rothschild, les Illuminati, la franc-maçonnerie, évidemment. Bien sûr que les banques blanchissent en partie cet argent. C'est notamment par la construction immobilière, l'immobilier. Alors, vous voyez, Trump, lui, il coche un peu toutes les cases du mafieux. Il a fait fortune dans les années 70-80 dans l'immobilier à New York, où les mafieux brûlaient les anciens taudis pour en construire des nouveaux. L'immobilier est toujours très proche du système mafieux parce que c'est des usines à cash, mais c'est surtout des systèmes de blanchiment d'argent. D'accord ? Donc, effectivement, les banques sont jamais très loin. Et d'ailleurs, ce monsieur là derrière moi qui a été expulsé en Chine avait créé sa banque. Parce que la cerise sur le gâteau de tout système de crime organisé, c'est d'avoir sa propre banque pour blanchir son propre argent sale. Et ils avaient très vite aussi compris l'intérêt des crypto-monnaies. Et notamment de faire des stablecoins. Hein, les stablecoins, c'est des crypto-monnaies adossées au dollar. C'est comme ça qu'ils se sont fait choper d'ailleurs. Hein. C'est à partir du moment où ils ont commencé à créer des stablecoins sur le marché américain que le département de la justice et des finances américaines a mis le nez dedans. Et ben voilà, maintenant c'est la fête est finie. Alors bien, les banques, oui. Ensuite, services secrets, comme on l'a vu, oui, évidemment, les services secrets, notamment chinois, hein, avec l'ouverture au monde, le patriotisme, donc toutes les mafias chinoises, toutes les triades chinoises ont un sens nationaliste. Hein. C'est infiltré, et, même en France aussi. Je rappelle que la French Connection avait des liens avec le SAC ou le SDEC ou les services secrets français jusqu'à Pasqua. Hein, Pasqua corse, donc la mafia corse, évidemment. Donc tout ça est lié à le simple fait que deux choses peuvent attirer dans les systèmes de crime organisé, peuvent attirer des jeunes hommes. C'est évidemment l'argent, hein, tout simplement, l'obsession de l'argent. Mais c'est, comme je vous l'ai dit, ça peut transcender cela par ce côté un peu chevaleresque, cette idée de fraternité, de frères, hein, les gangs de moto par exemple. Mais tout système mafieux de triade, vous rentrez, vous êtes initié, vous appartenez à une famille, vous suivez des rites, etc., etc. Alors je sais que ça tend à changer maintenant parce que prenons le cas de Stockholm, de la Suède, qui est devenue la capitale du crime la plus violente d'Europe et une des plus violentes au monde, la Suède. Moi, ma mère était suédoise. J'ai connu la Suède dans les années 70. C'était d'un calme sidérant. C'était Bergman. C'était un calme tellement sidérant qu'il fallait boire et se suicider pour survivre, quoi. Donc, en fait, maintenant, c'est devenu complètement l'inverse. C'est des jeunes, sur les réseaux comme TikTok ou autres, Telegram, etc., vous avez des tueurs de 12 ans. D'accord, ça coûte quelques milliers d'euros pour tuer quelqu'un ou envoyer une grenade sur la gueule, à tel point que alors c'est pas des Suédois de souche, hein, soyez-en convaincus. Hein. Il y a des tueurs suédois nouvelle génération qui sont envoyés au Danemark pour tuer, à tel point que le Danemark, à un moment donné, a dit on va remettre des frontières. C'est pas possible, c'est fini Schengen. Voilà. Donc en fait, vous voyez, le crime change parce que la violence devient plus jeune. Mais bon, voilà, il y a quand même toujours une hiérarchie hein, du crime organisé, soyez-en convaincus. Je vais rentrer maintenant dans ma partie politique de la vidéo. Évidemment, la politique est
très lié au crime organisé, comme vous l'avez compris. C'est un pléonasme de le dire. Si on prend le cas que de la France, par exemple, le SAC, c'était un petit peu la police de Gaulle. Alors De Gaulle voyait ça de loin, hein, mais je peux vous dire que le SAC, il en a fait pas mal, ne serait-ce que dans sa lutte contre l'OAS, qui était l'armée secrète pour l'Algérie française, anticommuniste. Hein, De Gaulle était un anticommuniste. Hein, alors bien sûr, il n'était pas primaire, mais il n'aimait pas trop les cocos. Alors le crime organisé influence la politique via la corruption. Hein, c'est l'évidence même. Là, vous avez l'Italie, le Mexique. Quand vous avez des liquidités telles, ou le Cambodge, hein, par exemple, quand vous avez des liquidités telles, par exemple, ce monsieur-là, derrière moi, mais il donnait des dizaines de millions pour des écoles, des universités, pour des orphelins, etc. Quand vous avez quelqu'un qui donne autant d'argent, etc., et qu'on ne comprenait pas trop comment il gagne son argent, parce qu'il fait du IT, il fait du online. Bon, la plupart des ministres ici, ils n'ont vu que du feu. Ils n'ont pas cherché midi à 14h, ils n'ont pas été faire une analyse approfondie de ce qu'ils faisaient, etc., etc. D'accord ? L'argent corrompt à peu près tout le monde. C'est la même chose au Salvador. Au Salvador, en fait, tous les pays un peu communistes, en fait, qui sont hors circuit, qui n'ont plus de SWIFT, comme la Russie, etc., eh ben, ils ont une double monnaie. Ils ont la monnaie officielle que l'État va acheter pour convertir en dollars ou en autres devises. Et ensuite, vous avez la monnaie du marché qui peut avoir une différence de x10. Donc, si vous êtes au gouvernement, copain du gouverneur, copain du président, etc., vous achetez des dollars à 1 dollar pour une équivalence de 10 dollars. Dans le marché... pour le grand public, ça ne sera pas 10, ça sera 100, d'accord ? Donc vous faites une cumule de 10. Donc la corruption devient endémique et systémique. Elle ne pouvait pas vous en sortir. L'Iran, c'est la même chose. Tous les pays qui ont été sous embargo fort, le Cuba, etc., etc., etc. Ça, c'est un révélateur. Au Cambodge où je vis, quand je vous dis souvent que c'est une douce dictature, c'est vrai. Alors oui, il y a eu des corruptions, des choses comme ça, mais bon, ça se règle. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'en fait, que vous ayez à la Banque centrale du Cambodge, que vous convertissiez 1 dollar en riel, la monnaie locale, c'est 4000 riels. Si vous prenez ce même dollar, vous allez au marché, plus petit marché au fin fond de la campagne, ça sera toujours 4000. Il n'y a pas... Vous voyez, ça c'est un très bon signe. Quand il n'y a qu'une seule valeur monétaire dans un pays, ça veut dire que le pays n'est pas si corrompu que ça. Alors, donc... En Italie, la Gangreta, elle contrôle les votes. Le Mexique, les cartels, ils assassinent des candidats politiques. La Russie, la Bravta, elle est liée à Poutine, on suppose. En Chine, les triades. Vous savez, prenez le cas, par exemple, de Taïwan. Les Chinois, maintenant que Trump, le mafieux, a ouvert un peu la boîte de Pandore à ce que chacun s'occupe de chez lui, mais par contre il fait ce qu'il veut chez lui, la Chine va s'occuper de Taïwan. Mais ça ne sera pas une invasion, je pense pas, non. Elle va utiliser les triades, parce qu'à Taïwan c'est blindé de triades, pour faire une révolution interne. Pourquoi prendre les armes ? Elle va prendre la Taïwan par le vote. Vous savez ce qui se passe ? Je vais vous parler 5 minutes dans cette partie politique de quelque chose de très intéressant. Il y a à Taïwan, il y a de grosses entreprises de semi-conducteurs. Mais il y a un transfert de technologie qui s'opère en ce moment, d'accord ? C'est quoi ce transfert de technologie ? C'est tout simplement le fait que les Américains sont en train d'acquérir la compétence de on va reprendre le savoir-faire de TSMC, qui est la fameuse entreprise, je vais vous mettre la fameuse entreprise taïwanaise de construction de semi-conducteurs qui est à peu près unique au monde. Alors vous avez Samsung aussi, je pense que Kyocera doivent en faire aussi, etc. Bon, mais il n'y a pas 10 000 sociétés dans le monde qui savent fabriquer des puces à un gravage ultra fin, presque nanométrique. Donc il y a TSMC à Taïwan, mais les Américains sont en train de récupérer le savoir. Et une fois qu'ils auront tout le savoir, ils n'auront plus besoin de Taïwan. C'est aussi simple que ça. Et il y a une autre société qui est moins connue, mais qui est tout aussi importante, c'est ASML. Eux, ce sont des Néerlandais, d'accord ? Et ils ont un monopole mondial. En fait, c'est des machines de lithographie à rayons UV. C'est ça qui fait la couche qui va servir pour ensuite graver au niveau nanométrique les puces semi-conducteurs. Sans ces machines qui coûtent 500 millions au bas mot de dollars, mais le fameux TSMC ou Samsung ne peuvent rien graver.
Parce qu'il faut une lithographie et qui va servir ensuite pour graver avec différentes techniques. Donc sans cette société-là, il n'y a rien. Donc eux, c'est un monopole. Et ça, c'est mafieux aussi. Quand vous avez un monopole mondial, alors c'est technologique, hein, mais ça reste un peu mafieux. Et vous croyez que Trump, il va se dire, ah ben je dépends d'un petit Hollandais, hein, s'il veut prendre autant envahir la Hollande aussi avec le Groenland, hein. Donc, en fait, la CIA vient d'investir dans une entreprise qui s'appelle Substrat, qui ferait, je dis bien, qui ferait du gravage par rayon X. Ça serait révolutionnaire. Voilà. Alors, à vérifier, moi, je ne suis pas un spécialiste, ouais, c'est ce qui a marqué là, rayon X, lithographie, etc. Alors, si les Américains, tout d'un coup, deviennent autonomes, mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire de l'Europe? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de Taïwan? Mais plus rien. Ils n'en ont plus rien à faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils laisseront Taïwan aux Chinois. Et les Chinois ne vont pas envahir Taïwan, ils ne vont pas s'embêter avec ça. Ils vont faire un coup d'État interne avec les triades. Souvenez-vous ce qui s'est passé à Hong Kong. À Hong Kong, quand il y a eu les révoltes dites du parapluie, c'est-à-dire les révoltes colorées, financées par le MI5 et MI6 britannique et la CIA sans doute. Qu'est-ce qui a réglé l'ordre interne? C'est les triades. C'est les triades qui ont été lâchées et qui en ont mis plein la gueule sur les jeunes. C'est comme ça que ça s'est réglé. En Iran, bien sûr que les services secrets israéliens ou américains financent, donnent des armes, etc., etc. Et qui va en mettre plein la gueule sur ces jeunes qui se rebellent, et de manière tout à fait juste, parce qu'ils en ont marre. Il faut arrêter. Les mollahs, il faut qu'ils se cassent. Qui va leur mettre plein la gueule? Mais c'est les gardiens de la République, c'est l'équivalent de système mafieux, c'est des mafieux les mecs, ils sont surarmés, ils rackettent tout le monde, etc. Donc c'est toujours pareil, la politique est totalement liée avec les systèmes mafieux. D'accord. Donc, je vous ai parlé de la France, mais le sac recruté dans le milieu, c'est les scandales de casinos ou l'Angola Gate, Pétrole Armes, enfin la Corse, elle a complètement infiltré le tourisme immobilier, les liens en Afrique. Pasqua a été inculpé, enfin il n'a jamais été inquiété, mais enfin il avait des liens avec il contrôlait tous les PMU en Afrique, etc., etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a un lien direct. En Asie du Sud-Est où je vis, c'est le triangle d'or, c'est les triades, c'est la corruption liée au scam center et ainsi de suite. Donc en fait, il y a une collusion généralisée, d'accord? Si on prend les États-Unis par exemple, aux États-Unis, il y a eu un cartel de la finance, le blanchiment massif d'argent via les banques et les systèmes de Wall Street. C'est énorme. Les gangs de rue, que ce soit les Afro-Américains ou les Portoricains ou les Mexicains et ainsi de suite. Donc en fait, quand vous avez de l'argent liquide, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'argent liquide, c'est une force. C'est une force parce qu'en fait, maintenant, tout l'argent est contrôlé dans le monde. Donc les derniers à avoir toujours de l'argent liquide, cash ou des crypto-monnaies plus ou moins sales, c'est le crime organisé. Et l'État, par moment, a besoin, les services secrets ont besoin de liquidité. Et la Chine, c'est un peu pareil. Elle a besoin de liquidité, d'hommes de main pour faire des coups à l'étranger, etc. De faire du trafic. Et comme ça, quand ça devient trop chaud, c'est pas moi. Ah non, c'est lui. Ah, c'est un mafieux. Ah ben, on va l'arrêter. Ça, il faut si vous voulez faire carrière dans le crime organisé, sachez que vous serez trahi tôt ou tard par votre meilleur ami qui est un service secret d'un État que vous aimez et qui vous trahira. Voilà, c'est systématique et systémique. Donc la raison d'État aura toujours raison de vous. La French Connection, elle a été à un moment donné utilisée par tous les services secrets français, et puis quand il n'y avait plus besoin, on s'en est débarrassé. Pareil ici, vous voyez, ça c'est le cas concret. Vous voyez, vous en avez deux. Vous avez Maduro et ce monsieur dont j'ai oublié le nom, mais qui sont exactement pareils. Ils ont été sacrifiés à l'autel de la dite surpuissance, de l'intérêt supérieur de la nation. Hein, vous serez toujours trahi, croyez-moi, c'est systémique et systématique. Alors maintenant, voilà, je pense qu'on a fait à peu près la partie politique, et je vais donc rentrer dans ma conclusion. Alors, la conclusion, elle va être intéressante. Parce qu'on va parler de pas mal de choses dans cette conclusion. Alors, vous avez vu que le crime organisé est énorme. Tout confondu, allez, 12-15% du PIB mondial.
C'est énorme. Vous comprenez bien que c'est énorme. Et donc ce système de liquidité est par moment le dernier ressort, par exemple, pour sauver une crise bancaire. Les banques centrales ferment leurs yeux quand elles ont besoin de cet apport de liquidité. L'argent liquide, c'est le sang du corps humain économique. Et bien évidemment, elle va blanchir. Les banques vont blanchir de l'argent. Alors elles vont dire, ah ben non, on ne le fait pas, etc. Mais elles le feront. Le cas de, si vous voulez, par exemple, le cas de Maduro, c'était un peu, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en Irak. Avec Hussein. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des années, vous travaillez pour les services, vous vendez de la drogue pour la CIA, ou tout du moins avec la CIA, vous combattez le méchant ennemi, qui peut être un communiste, ou l'Iran, à l'époque de l'Iran-Irak. Et puis, tôt ou tard, on vous fait des promesses, et puis ces promesses n'arrivent jamais, et vous vous énervez, et vous vous dites, ah bah là, on s'est foutu de ma gueule. Oui, c'est clair que les services secrets se foutent de votre gueule. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous voulez vous servir. Saddam Hussein, il a voulu se servir. Maduro, il a voulu envoyer un peu trop chier les Américains. Et là, c'est stop. Stop. Raison d'État supérieure. La Delta Force est envoyée pour arrêter Maduro. L'armée américaine est envoyée pour flinguer Saddam Hussein. Donc, sachez que vous serez toujours perdant. C'est pas compliqué. Mais par contre, là, ce qu'il y a de nouveau et d'intéressant maintenant, c'est avec cette opération de la Delta Force américaine. C'est-à-dire, en fait, là, c'est vraiment ce qui se dessine face à nous. C'est chacun va faire ce qu'il veut chez lui. Chaque dominant va faire ce qu'il veut chez lui. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est intéressant, pourquoi pas? Donc la Chine fait ce qu'elle veut à Taïwan, les Américains font ce qu'ils veulent en Amérique du Sud. Vous voyez d'ailleurs que personne n'a réagi, les Russes n'ont pas réagi, les Chinois n'ont pas réagi. Et pourquoi? Mais parce que c'est du deal, il y a du deal. Trump est un homme de deal. Voilà, donc en fait, maintenant, le dernier qui ne comprend pas, c'est l'Europe. Le dernier couillon de l'histoire, c'est les gouvernements européens. Parce qu'ils sont trop bêtes. Ils ne comprennent pas qu'il faut donner le Groenland à Trump et faire un deal. Voilà. Et la France, par exemple, moi je dis deal. La France dit oui, pas de problème. Nous, coup d'État en Algérie. Voilà. La Russie se démerde en Ukraine. L'Allemagne, qu'est-ce qu'elle veut faire l'Allemagne? Qu'elle se démerde avec ce qu'elle veut, avec la Pologne, elle a qu'à envahir la Pologne. Tout le monde va faire ce qu'il veut dans son précaré, dans son jardin. C'est des deals, voilà. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas faire trop, il faut rester raisonnable, évidemment. Mais voilà, donc vous voyez, vous comprenez que c'est tout simplement un réajustement mondial du rôle de tous ces systèmes un peu de mafieux, de corruption, de collusion, de services secrets, d'argent sale, d'argent noir, et ainsi de suite. On ferme les yeux, chacun fait ce qu'il veut chez lui, mais on ne va pas embêter le voisin. Les Chinois, laissez Trump tranquille en Amérique du Sud. Trump laissera les Chinois tranquilles en Asie. Bon, par moment, on tape un peu du poing sur la table quand ça va trop loin. Donc, il y a des pays un peu faibles comme la Thaïlande, le Cambodge. Voilà, bon, là, on peut un peu mettre la pression, évidemment. Mais d'une manière générale, c'est ce qui se dessine devant nous. C'est-à-dire que chacun va faire un peu ce qu'il veut. Il n'y a que l'Europe qui n'a pas encore compris, parce qu'en Europe, on a des gouvernements aux mains de patentés idiots. Donc on envoie 15 militaires au Groenland pour faire tenir face à l'armée américaine, qui est la première armée du monde. Les Delta Force vont arriver avec leurs armes soniques et autres. Ils vont mettre une branlée à tout ce beau monde. Et puis ça sera vite réglé. Donc vous comprenez bien que on a vu cette généalogie du crime qui passe par les intérêts de la nation, qui passe par le contrôle de barbouzes, l'hybridation politique, le besoin d'avoir des réserves financières cash à tout moment rapide pour pouvoir être réinjecté dans une opération secrète ou pour sauver un système bancaire. D'accord ? Donc voilà, donc on a besoin d'avoir une économie souterraine et parallèle. Elle a toujours existé et elle existera, je pense, toujours. Parce que c'est impossible d'arrêter des systèmes mafieux, c'est impossible. Par exemple, vous voyez, prenez le cas des scam centers avec notre ami ici. Eh bien, là, c'était au Cambodge, il y avait des scam centers de milliers de personnes. Bon, j'exagère, de centaines de personnes. Mais ça pouvait aller jusqu'à 500 personnes, ce qui est énorme, c'est énorme. D'accord ? 200, 100 personnes. Et bien maintenant, la mafia, elle s'est déjà réorganisée. Maintenant, ils vont louer des petites villas, ils seront des petites équipes de 5, 6, 10. Voilà. C'est déjà fait. C'est déjà fait. La mafia, le crime organisé aura toujours une longueur d'avance sur les systèmes de répression policiers ou autres. Toujours. Mais pourquoi ? Parce que pour eux, c'est une question de survie et de vie.
Alors, je vais terminer cette vidéo qui est presque à 1 heure, donc bon, je vais terminer rapidement maintenant, sur une histoire assez coquette, assez intéressante de la Delta Force qui nous a fait un coup extraordinaire, hein. Bravo à eux. Hein. Alors, c'est pas les vrais visages que vous voyez, hein. Ça c'est Gemini qui a enlevé le masque noir. La Delta Force, c'est intéressant parce que la Delta Force a été créée lors de la dernière bataille du Vietnam. La dernière bataille des forces armées américaines au Vietnam a eu lieu, pour être très précis, sur une île cambodgienne, contre des Khmers rouges. En fait, les Khmers rouges, il y avait un bateau qui se baladait un petit peu bizarre dans les eaux territoriales cambodgiennes. Les Khmers rouges prennent le pouvoir en 1975. Et ils arrêtent ce bateau. Ce bateau est arrêté et l'équipage est pris en rançon. Ils kidnappent l'équipage, comme ce qu'a fait Trump avec Maduro. Alors, l'équipage est kidnappé. Je vais essayer de vous montrer quelques photos. Voilà, donc là vous avez le bateau en question qui s'appelait le Mayaguez, qui était un porte-container, on va dire, qui était dans les eaux territoriales cambodgiennes. Ça, c'est l'île sur cette plage, c'est là où il y a eu les plus gros des combats. Donc, ce bateau est arraisonné par les forces Khmer, cambodgiennes Khmer rouges. L'équipage est kidnappé, une rançon est demandée, je crois, etc. Les forces armées américaines décident, il y avait pas encore, la Delta Force n'existait pas, mais c'était les bérets verts, décident de faire une intervention entre, je crois qu'il n'y avait même pas de bérets verts, c'était les Marines, enfin bon, bref, voilà. Et donc, ils attaquent les Khmer rouges sur cette île. Ils pensaient que l'équipage était sur cette île, mais en réalité, non. Et c'est une catastrophe, d'accord? Ils s'en prennent plein la gueule, ils sont mal organisés, ils ont sous-estimé la puissance Khmer rouge. En fait, en gros, il y a des pertes assez conséquentes. En plus, il y a personne sur l'île, donc en fait, ils s'en prennent plein la gueule. C'est mal organisé, c'est un échec militaire. C'est vraiment un peu une défaite cuisante. Et ça va rester dans les annales, si vous voulez. Nous allons avoir un général qui va prendre les choses en main. Voilà, donc là vous avez le général ici juste au-dessus de ma tête qui s'appelle Charlie Beckwith, et lui c'est un béret vert. Donc les bérets verts, c'est eux qui ont pris la suite des Français avec les Hmong au Vietnam, hein. Et lui, il avait fait aussi une formation chez les SAS britanniques. Et il a vu que les SAS britanniques savaient gérer des opérations de crise, prise d'otages ou autre, terrorisme, contre-terrorisme. D'ailleurs, c'est aussi les Français qui vont former les forces spéciales plus tard, après la guerre d'Algérie, contre la contre-insurrection, contre la contre-guérilla. Donc voilà, ce monsieur décide, après cette catastrophe du dernier combat américain dit de la guerre du Vietnam, mais qui était avec des Khmers, de créer la Delta Force, qui est une super unité, qui est très très secrète. C'est pas les SEALs, ça, hein. Les SEALs, c'est les commandos de marine. Ça, c'est l'équivalent du 11e choc chez nous, un peu en France. Ils recrutent les meilleurs. À 20 personnes, ils ont pu plier toute l'armée du Venezuela, bon, avec l'aide de la CIA, évidemment, d'armes peut-être nouvelles, hein, hyper de sons. On commence à avoir des informations. Toujours est-il que voilà, l'armée américaine, avec la Delta Force, a quand même une longueur d'avance. Mais voilà, donc c'était assez drôle parce qu'en fait, c'était le dernier combat qu'il y a eu pendant la guerre du Vietnam au Cambodge. Ce général a été un petit peu, choqué par cette opération désastreuse de l'armée américaine. Et il a voulu créer quelque chose de professionnel. Donc voilà pour la petite histoire de la Delta Force. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager. Je suis vraiment pas du tout mis en avant par YouTube, donc je compte sur vous. À très bientôt, à bon entendeur. Salut.